Ouais, c'est très important ce que tu dis et ça m'a étonné, enfin ça m'a pas étonné, mais je l'ai vu plusieurs fois, enfin je l'ai constaté. Chaque fois que, vu qu'on a passé une semaine ensemble, on a voyagé, on a bourlingué un peu. On dormait pas dans la même chambre, hein. On dormait- non. Et, mais tu fais attention aux détails. Encore une fois, les infrastructures, comment sont les gens physiquement, comment ils se tiennent. Et ça, vraiment, c'est de la sociologie, pour le Oui, puis coup, par exemple les qui enfants, est très précise. beaucoup d'enfants, des enfants joyeux, bien habillés. On a visité des écoles aussi. Ce qui est très émouvant, c'est qu'on voit que la priorité des gens du Donbass, c'est l'enfance, tu sais. C'est parce qu'en fait, en période de guerre, ça impacte forcément les vies de couple, ça doit impacter forcément la natalité. En tuant des hommes, eh ben, ça pose le problème De forcément la reproduction. de la reproduction. Et tu vois bien qu'il y a énormément de symboles sur renaissance de l'enfance. Leur victoire est là. On va pouvoir à nouveau s'occuper des enfants, faire des enfants, Mm. les éduquer et les sortir de la peur. On voit bien que, parce que quand on terrorise des enfants avec une guerre, on en fait quand même des gens, des adultes psychologiquement atteints. Et ça, c'est l'intérêt d'aller sur le terrain et se dire de sortir de cette croyance qu'on connaît la guerre, parce on a vu des films américains, parce qu'on a bouffé que ça toute notre vie, et puis des jeux vidéo. Là, on voit bien, c'est l'intérêt de ce voyage, hein. C'est pas, il y a eu, on a pu aussi s'amuser à aller un peu jouer. Enfin, moi, je l'ai pas fait personnellement avec des armes. On nous a proposé de tirer à la On a Kalachnikov, eu, voire même au bazooka. on a eu des démonstrations de Oui, oui, bataillons oui, oui. qui sont en Et action d'ailleurs, c'était très sur le intéressant terrain. parce que ce qu'on comprend très vite quand on est avec des soldats dans quelque chose qui Des camps est, d'entraînement. oui, puisque on était, ils nous ont vraiment montré ce que c'était. C'est la dureté de la guerre. C'était de la dureté de la guerre au niveau de la vie quotidienne. Le poids on nous a fait mettre des casques et des gilets pare-balles. Déjà, c'est tout de suite 15 kilos qui t'impactent. Tu es très équipé, tu as chaud, tu Il fait très transpires. chaud. Les armes sont lourdes, ça fait énormément de bruit et tu peux très facilement te blesser tout le temps. Tu sais, tu te casses la gueule, il faut te jeter au sol. Et en fait, c'est le message aussi qu'il faut faire passer aux petits excités occidentaux, là, les post-urbains. Tu sais, quand on voit des fois des LGBT qui sont prêts à se dire qu'ils veulent y aller, c'est que ça, tu le ressens pas dans les films. Ils le disent que sur les plateaux télé, de Ce que toute tu façon. reçois pas ressens pas dans les films, c'est le poids du matériel Ouais. et C'est encore de l'intensité la des bruits. sociologie. Et Ouais. l'intensité des bruits. Et je te garantis que moi, à mon âge, ça me fait pas du tout envie, tu vois. Je me dis, il faut être très jeune et c'est un peu comme être un prolo, quoi. Je veux dire, un soldat, c'est comme un ouvrier, c'est-à-dire qu'il en chie, il obéit, Tous les jours. il dort peu, il est tout le temps fatigué, il mange mal. Et je vous dis, c'est une vraie leçon pour, je te dis, tu sais, les excités, on en a surtout à l'extrême droite d'ailleurs, hein, l'extrême gauche un peu moins, qui veulent aller à la guerre. On sait très bien que ça, ça finit toujours mal. Et à la limite, le meilleur moyen d'éduquer les jeunes, parce que les vieux, ça ne se pose pas, mais c'est les jeunes qui veulent, qui ont de l'adrénaline et de la testostérone, de les éduquer à la guerre, enfin, à la peur de la guerre, c'est effectivement de faire ce qu'on a fait nous, d'aller sur le terrain et de voir déjà Une certaine réalité. c'est pas du camping, hein, Mm. c'est du camping dans des conditions difficiles. Et ça, pour ça, on peut si un jour je prends le pouvoir, je ferai ça. Hein, voilà, pour Une, calmer. une petite virée dans des zones de conflit, histoire Ouais, ouais, puis de former un et puis peu. pendant une semaine. Bah, d'ailleurs, le service militaire, sans doute, avait Ouais, ouais. cette vocation-là aussi, de comprendre que c'est pas de la rigolade, quoi. Parce qu'on entend tellement de conneries aujourd'hui au niveau des commentateurs de télé, souvent d'ailleurs des jeunes femmes. Il y a une obscénité, Mm. il faut le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes Il souvent n'y a pas beaucoup de LCI, femmes à la guerre. BFM, les commentaires de guerre sont faits par des gamines de 30 ans qui ont fait Sciences Po, je sais pas où. C'est quand même une obscénité totale Mm. parce que je rappelle que les femmes ne font pas la guerre, hein. Donc déjà, Très peu. en France, Ouais. il n'y a pas de conscription des femmes, hein. Elles sont à l'arrière. Et puis même sinon, elles font de la logistique, quoi. Et il y a quand même une obscénité depuis des années, c'est sans doute volontaire, que souvent le ministre des Armées en France, c'est une femme. Déjà, que ce soit un civil, c'est déjà pas normal, mais une femme civile, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle l'obscénité. Et que les commentaires de guerre, en plus, très excités, soient faits par des gamines de 30 ans, c'est, pour moi, il y a quelque chose d'absolument malsain. Et ça, c'est vraiment notre problème, le problème chez nous. Et quand tu réfléchis, par exemple, au couple présidentiel qu'on a, hein, Macron et la gifleuse, là, que ce type-là, tous les jours, nous parle de la vocation de la France d'aller faire la guerre au nom de l'Union européenne à la Russie, on parle du même projet, enfin du même sujet. Il faut vraiment
ces gens-là sont totalement disqualifiés en tant qu'adultes raisonnables. Et les adultes raisonnables, c'est ce qu'on a vu en face. Ce qu'il faut se dire, c'est que, contrairement à la phrase qu'a sortie Trump récemment, heureusement que Vladimir Poutine est un acteur raisonnable. Heureusement que nous avons sur Terre des acteurs raisonnables comme Poutine, Xi Jinping, parce que les dingos sont en face. Alors, Trump, c'est pas un dingo, mais c'est un type qui confond, tu sais, jouer aux échecs et jouer au poker, quoi. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. euh, c'est son C'est style. spectaculaire, c'est américain, c'est Mais comme marketing. ouais, mais comme chef d'une grande puissance, Ouais. et de soi-disant la plus grande puissance, ça dénote quelque chose de l'ordre de la crise civilisationnelle. Ça manque de sérieux. Ça manque de sérieux. On est quand même dans quelque chose qui pourrait déboucher sur la Troisième Guerre mondiale, et qu'un président des États-Unis traite le président de la Russie de fou. Normalement, diplomatiquement, ça ne doit pas se faire. Je ne suis pas sûr même que ce soit fait à d'autres périodes beaucoup plus troublées. Et ça, c'est quand même un marqueur comment dirais-je, d'un déclin civilisationnel. Même si je suis plutôt pro-Trump aux États-Unis, je pense que c'était le moins pire. Quand tu regardes la tenue de Poutine, la tenue de Xi Jinping, et même la tenue de Modi en tant que chef d'État, le problème, il est vraiment en Occident. On est devenu une civilisation de guignols. L'Occident est Et en déclin. de guignols, quoi. Je veux dire, c'est du guignol. Et tu penses pas que ceux qui disent que Trump en sous-main, il essaie de faire des deals, tout ça, ce sont des effets d'annonce pour rajouter du flou médiatique, pour pouvoir en fait travailler derrière en amont? Moi, Qu'est-ce que tu penses de ça? je reconnais que les discours de Trump sont souvent très bons. C'est vrai, beaux discours. Et il a dit ce qu'il fallait dire, notamment pour se faire élire. Notamment d'ailleurs en politique purement américaine, défier le LGBTisme, défier le Big Pharma, c'était très important. Et, et rappeler les problèmes de frontières, d'immigration illégale, de drogue, tout ça. En tant que proposition pour l'Amérique, c'est excellent. Mais après, le problème, c'est qu'il est le chef des États-Unis dans une situation de concurrence avec d'autres puissances montantes, et où en fait la puissance qu'il incarne est en déclin. Donc là, il y a tout un côté compensation par du baratin. Tu sais, comme quand tu joues au poker, que tu as une paire de deux, et que tu te dis, ma seule manière de gagner, c'est de faire tapis. Il faut que l'autre ne suive pas, tu vois. Et là, on a un peu ce côté dangereux. Ce qui fait d'ailleurs Dans que la c'est les surenchère. Américains qui sont dangereux, parce que eux, justement, font de la surenchère de joueurs de poker qui n'ont pas beaucoup de cartes en main. Todd l'explique très bien. En réalité, le travail de Trump, c'est d'habiller et de cacher le déclin de l'Amérique. Hein, Et en plus, ça conforte Zelensky dans ses actions, dans sa surenchère. D'ailleurs, on peut parler de Zelensky comme de Netanyahou, c'est-à-dire que tu vois que Trump fait un numéro pour remettre Zelensky en place et Netanyahou en place, et quelques jours après, il se fait contrer, ce qui doit faire d'ailleurs ricaner Xi Jinping et Poutine, mais qui eux font l'effort de ne pas ricaner publiquement. Parce que, en fait, Trump se prend des gifles régulièrement. Il est désobéi par Netanyahou et par Zelensky. Sous-entendu, tu peux dire ce que tu veux, l'État profond est toujours présent et tu ne le contrôles pas, et nous on s'appuie sur lui. Tu n'es là que pour 4 ans, et est-ce que derrière il y a une pérennité, tu vois, parce que le problème de Trump, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à se faire élire, beaucoup de mal à revenir au pouvoir. On lui a volé quand même les élections, et une fois qu'il est au pouvoir, même si il a un peu constitué une équipe un peu plus solide que la première fois, visiblement, il n'a pas le pouvoir. Et ça pose la question même, je dirais, du problème de la démocratie, quand il s'agit d'avoir une politique en période de crise, dans l'intérêt de son peuple et de son pays. J'ai l'impression que le système démocratique est le pire système pour réaliser ses objectifs. On peut dire que c'est parce que Poutine, d'une certaine manière, a contourné la démocratie telle qu'on la conçoit, et que surtout les Russes ne sont pas très attachés à la démocratie telle qu'on la conçoit, que Poutine arrive à faire une politique très positive pour la Russie et les Russes. Hein. C'est parce qu'il y a une stratégie continue sur 20 ans, alors que dans notre système à nous, de changement tous les 4 ans ou tous les 8 ans avec du mi-mandat, c'est fait pour que la politique soit exercée ailleurs que là où elle est censée s'exercer, c'est-à-dire à la Maison-Blanche. Et ce qui veut dire en gros que la démocratie chez nous, c'est le pouvoir de la banque, hein, pour dire simplement, et de ceux qui la tiennent. Et ça, c'est le La vrai banque, problème. les grandes entreprises aussi, Oui, de l'État toute façon, profond, au-dessus des grandes c'est... entreprises, il y a la banque. Hein. Oui. Je peux te dire que je peux prendre un exemple très simple. On nous dit que l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est Bernard Arnault, qui, je rappelle, est un marchand de sacs à main, quoi. Hein, c'est LVMH. Je ne l'ai jamais entendu dire un mot sur la politique.
et surtout sur la politique étrangère, notamment sur ce qui se passe à Gaza ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'est de faire du business. Oui, mais surtout, je pense que s'il s'engageait, Ah oui, il rencontrerait les mêmes problèmes que rencontrait déjà Henry Ford dans les années 20. C'est évident. Ouais. Henry Ford, il a écrit un livre aussi polémique. Donc... Oui, enfin, il a permis que soit écrit une série d'articles dans des revues assez polémiques. On ne va pas rappeler le titre. Je l'avais édité, on me l'a interdit. Mais on a ce problème, en fait, que ces gens qui sont soi-disant très puissants économiquement, visiblement, ne sont pas des géants politiques. On voit bien d'ailleurs que le patron d'IKEA avait eu le même genre de problème à une époque. À part peut-être Elon Musk, c'est lui censé être l'homme le plus riche. Oui, c'est peut-être celui qui se permet le plus de choses. Mais oui, encore, moi j'attends qu'il nous crée une alternative à YouTube pour qu'on ait... Parce que X, c'est bien, mais on peut tu faire n'as pas encore subi ce que j'ai subi. Mais aujourd'hui, le vecteur alternatif pour réellement pouvoir communiquer largement, c'est le YouTube. Et je te rappelle que dès que tu oses sortir de la ligne officielle, YouTube te chasse sine die pour non-respect des règles de la communauté, sans que tu saches quelles sont les règles et quelle est la communauté. Et là, on est dans de la privatisation de la justice totale, puisque normalement, ça devrait passer par la loi française, les tribunaux, on devrait pouvoir contester. Or là, on est dans une espèce de logique, tu sais, de saloon et de shérif, c'est-à-dire qu'il y a une gonzesse qui est la censeur en chef en France, et qui est en plus une espèce de conne de moins de 40 ans, vous regardez sur Internet, et qui est toute fière de dire... nous, on a une politique de censure, sans dire laquelle, et d'ailleurs, nous avons des interlocuteurs privilégiés pour nous aider à censurer, et le premier interlocuteur qu'elle mentionne, c'est la LICRA. Hein, c'est-à-dire, en fait, en gros, c'est la LICRA en France qui décide de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire sur YouTube. Et quand tu es chassé de YouTube, et que tu te retrouves sur Odyssée, tu perds 90% de ton audience. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Xavier Moreau, rappelle-toi, qui fait un travail de je dirais pas de contre-propagande, mais en tout cas de proposer le narratif russe. Et il était sur YouTube, il a été chassé de YouTube du jour au lendemain. Et ça, c'est un vrai problème, je dirais, démocratique. C'est qu'aujourd'hui, il y a une privatisation de la démocratie en Occident, et qui fait que aujourd'hui, ce sont des entreprises privées dans situation de monopole qui décident, notamment américaines, qui décident de te couper le sifflet. Et le vrai problème, c'est un appel que je lance soit à Musk, soit je ne sais pas, aux Chinois ou aux Russes s'ils peuvent. On a absolument besoin d'une alternative à YouTube en termes de, je dirais, de bande passante. Parce que quand on se fait chasser de YouTube, c'est pratiquement se faire bâillonner par la démocratie. Hein. La spécialité de la démocratie, c'est quand même de censurer pour défendre la démocratie. Hein. C'est quand même un système qui passe son temps à censurer au nom de la démocratie, ce qui est quand même un petit peu contradictoire. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.